périple inouï et une expérience unique. Profitez de l'accompagnement de conférenciers spécialisés et inspirants, au travers de pays regorgeants d'histoire et de culture. Intermède, le voyage culturel. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. On est presque 150 personnes. Tout d'abord, de la part de toute l'équipe d'Intermède, je voulais vous remercier. Nous vous remercions tous de vos messages d'encouragement et de soutien. Ils sont très très importants pour nous. Et donc, voilà, on espère bientôt pouvoir reprendre nos voyages ensemble. Et en attendant, Intermède met en place une série de rencontres pour découvrir dans le monde entier des villes. L'intervention aura lieu plusieurs fois par semaine. Pendant 30 minutes, on va aller découvrir l'essence culturelle, les merveilles de villes et de pays, accompagnés par des conférenciers d'Intermède. Et donc, pendant 30 minutes, on va parcourir un endroit pour le découvrir, pour sentir l'essence de cette destination. Donc, le principe est simple. On a un rendez-vous ensemble. Et donc, vous aurez simplement à vous inscrire et voilà, vous pourrez participer à ce voyage, ce court voyage virtuel vers d'autres destinations autour du monde. Alors bien sûr, vous êtes les bienvenus, toutes les personnes qui sont intéressées par la découverte, par la culture, par les arts seront les bienvenus. Donc toutes les personnes qui vous entourent et qui auront envie de partager ces moments avec nous seront les bienvenus. Donc je suis heureux de vous accueillir pour cette première rencontre et nous allons découvrir ensemble la ville de Londres. Donc, alors voilà notre tour du monde. Et donc, nous partons de France. On part d'à peu près n'importe quelle ville pour rejoindre les gares, spécifiquement la gare de Paris ou la gare de Lille, pour prendre l'Eurostar. Avec le décalage horaire, c'est à peine 2 heures. On traverse le tunnel, une vingtaine de minutes, et puis voilà, on s'approche, on traverse le Kent, une des plus belles régions d'Angleterre, pour rejoindre Londres. Vous verrez l'approche de la ville est très très spectaculaire. C'est une ville en transformation, Londres, depuis la fin des années 90 et surtout depuis le début des années 2000. La ville se transforme très très nettement, et donc vous allez le voir depuis les fenêtres du train, on aperçoit toutes ces grues et ces bâtiments en cours de construction. Voilà, vous descendez du train, vous êtes arrivé à Saint-Pancras, une magnifique gare victorienne, et vous plongez dans le métro. Alors, voilà, vous êtes dans le métro de Londres. Alors, mind the gap between the train and the platform. Faites attention au trou entre le train et le quai. Et donc, on prend notre métro pour rejoindre Tower Bridge. Voilà, on va faire un parcours. Je vous ai mis un plan du cœur de Londres. Londres est une ville immense, Great London, qui couvre l'ensemble du cœur de la ville et de ses faubourgs les plus proches, réunit 9 millions d'habitants. L'ensemble de la zone urbaine, c'est 14 millions d'habitants. C'est un cœur de ville qui est lié au fleuve, bien évidemment. C'est un port fondamental dans l'histoire anglaise. Donc on va parcourir cette ville d'est en ouest. On va commencer bien évidemment par la partie la plus ancienne de la ville civile, avec la tour de Londres et de Tower Bridge. Vous allez voir, les points rouges sont les bâtiments historiques qu'on va découvrir rapidement ensemble, et les points verts sont ceux des bâtiments modernes et contemporains qui sont soit construits, soit pour certains d'entre eux en cours de construction, et qui font de la ville de Londres une des villes extrêmement dynamiques d'Europe et véritablement une ville moderne. Donc depuis Guillaume le Conquérant jusqu'à aujourd'hui avec l'ouverture du 22 Bishopsgate. Donc
l'entrée de la ville, une des étapes les plus célèbres pour le public, c'est bien évidemment Tower Bridge. On fait une petite étape quand même, pas Union Jack. Hein. C'est notre blason, le blason du Royaume-Uni, donc qui couvre les croix de Grande-Bretagne, d'Écosse et d'Irlande. Donc voilà Tower Bridge. C'est donc bien évidemment notre introduction à l'intérieur de la ville. C'est le pont le plus célèbre de Londres, même si en l'occurrence il est de la fin du 19e siècle. Il a été construit pour Victoria, vous le savez. Hein. Il est vraiment une illustration de ce qu'est l'explosion historique de la ville au 19e siècle. Le port est extrêmement important dans l'histoire de Londres. Et vous voyez, en fait, on voit la marque sur la base des tours néo-gothiques de Tower Bridge, la marque des marais, puisque bien évidemment, la Londres est très proche en fait de l'estuaire. On est à même pas une centaine de kilomètres de l'estuaire, et donc la ville est marquée par les marais. Le pont est assez spectaculaire. L'ensemble de la structure couvre presque 800 mètres, et donc c'est un mélange d'architecture gothique, vous voyez avec ces grandes tours, et d'architecture de fer. Vous le savez, le tablier central du pont est mobile. Aujourd'hui, ce sont des moteurs électriques qui soulèvent ces deux tronçons du tablier central. À l'origine, c'est un mécanisme hydraulique qui permettait de soulever ces deux grands plans de métal. Et on a du côté sud du pont un petit musée qui parle de la construction de Tower Bridge. Pour les personnes qui aiment un peu les sensations fortes, la partie supérieure du pont est ouverte, ce sont deux passages piétons, et une partie du sol est en verre, et donc on découvre véritablement toute la hauteur du pont depuis ces tours de Tower Bridge. Bien évidemment, le pont est une construction du 19e siècle qui est au plus près du bâtiment un des bâtiments les plus anciens de la ville, la tour de Londres. Donc c'est le bâtiment que vous voyez là. Il est intéressant pour nous, ce bâtiment, parce que, et vous le voyez déjà, en fait, il est à l'extrême est de la City. Et en fait, ce bâtiment est aujourd'hui dominé par certaines des grandes tours du centre financier de la City. C'est un contraste assez étonnant de voir cette tour blanche, donc le donjon central de la tour, qui est dominée par des gratte-ciel dont certains viennent juste d'être terminés. La tour a été donc commencée pour Guillaume le Conquérant. Elle a reçu ses premières enceintes grâce à la commande de Richard Cœur de Lion, et le bâtiment a reçu sa troisième enceinte au XIIIe siècle. C'est un bâtiment, vous le savez, qui a une histoire à la fois importante, puisqu'elle est l'arsenal de Londres, elle est une caserne, elle a été une résidence royale, c'est la résidence forte du roi dans Londres, jusqu'à la destruction des bâtiments de la résidence royale au XVIIIe siècle. Ça a été une caserne, et bien évidemment, c'est son histoire principale, c'est la prison historique de Londres. Vous le savez, ici, on a enfermé quelques rois et quelques reines. Henri VI a été enfermé à l'intérieur de la tour, c'est le rival du roi Édouard IV. Vous êtes en pleine guerre des deux roses, les Lancastre contre les York. Au XVIIe siècle, on a redécouvert sous les marches de la Tour Blanche, on a redécouvert donc sous les marches d'un des escaliers de la Tour Blanche les squelettes de deux enfants, très très probablement les enfants du roi Édouard IV, le prince Édouard, celui qui aurait dû être Édouard V, et son frère, le duc d'York, tous les deux exécutés très probablement sur l'ordre de Richard III, le terrible personnage de la pièce de William Shakespeare. On passe ensuite aux Tudors, bien évidemment, et là c'est bien évidemment Anne Boleyn qui a été enfermée puis exécutée à la tour de Londres. Elle est rentrée à l'intérieur de la tour de Londres par sa porte principale à l'époque, qui est Traitor's Gate, la porte que vous voyez sur le fleuve. Elle a été suivie quelques années plus tard par Catherine Howard, qui a subi le même destin de se voir décapitée à la tour. Anne Boleyn est en fait enterrée dans la chapelle de Saint-Pierre-des-Liens à l'intérieur de la tour de Londres. Thomas More a été exécuté, et puis Jane Grey, qui est une cousine de la reine Mary la Sanglante, et d'Élisabeth, qui aurait pu être au pouvoir et qui a été exécutée après quelques jours de règne. La tour est ouverte au public depuis le règne de Victoria, et elle
elle a en fait servi de prison jusque tard, en fait, puisque Rudolf Heiss a été enfermé à l'intérieur de la tour. Elle est aujourd'hui un bâtiment historique, bien évidemment, et surtout le dépôt des trésors de la collection des bijoux de la couronne. La couronne impériale est déposée là, vous irez la voir, c'est un spectacle absolument étonnant de voir tout cet ensemble de trésors liés au sacre des rois. Pour information, au mois de novembre, on déplace la couronne impériale, elle est emmenée dans un carrosse, dans un attelage spécifique, jusqu'au Parlement pour le discours de l'ouverture des sessions parlementaires par la reine. Alors, on quitte la tour et voilà, on prend le métro. On va pas très très loin en fait. Hein. On s'avance vers l'ouest de Londres et voilà, nous voilà au sommet de Monument, qui est une grande colonne érigée à quelques mètres de l'endroit où s'est déclenché l'incendie de 1666 qui a ravagé complètement le centre de Londres. Et vous découvrez donc ces immenses tours qui se dressent maintenant dans le centre de la City. C'est le cœur économique de l'Angleterre et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, de l'Union européenne. Londres est un des trois grands centres mondiaux financiers, et donc bien évidemment, plusieurs grandes compagnies ont fait construire des immeubles. Vous allez le voir, les Londoniens ont des surnoms pour absolument tous ces grands gratte-ciel. Donc le bâtiment que vous voyez devant vous est connu pour son adresse au 20 French Church Street. C'est le bâtiment que vous voyez avec cette forme un peu en trapèze assez étonnante et avec le Sky Garden au sommet, on en reparlera. Ce bâtiment est celui qui est le plus loin du centre économique de la ville et le plus proche de la cathédrale Saint-Paul. Normalement, l'immeuble aurait dû faire 200 mètres de haut et le projet a été réduit à 160 mètres quand même. Le bâtiment fait 37 étages et il a été dessiné par l'architecte Vinoli. Vinoli est d'origine uruguayenne, il est l'auteur, vous aurez l'occasion d'en entendre parler, du 432 Park Avenue à New York. Le bâtiment est rentré dans l'histoire londonienne pour deux choses. Donc, la hauteur de l'immeuble a été réduite parce qu'il est proche de la cathédrale Saint-Paul, on va voir ça dans quelques minutes. Et puis surtout, il est rentré dans l'histoire, l'immeuble a été terminé en 2014, et très rapidement, en fait, on s'est rendu compte que sa façade sud, celle que vous voyez sur mon image, à cause de sa courbe, polarisait les rayons solaires, et pendant 2 heures, particulièrement en été, les rues au pied de la tour recevaient des rayons solaires polarisés au point de pouvoir faire fondre les équipements plastiques de certaines voitures. Un journaliste s'est amusé à faire cuire un œuf sur l'asphalte, rien qu'avec les reflets de cette tour. Il a fallu donc bien évidemment reprendre le chantier très rapidement pour filtrer les reflets sur le bâtiment. Mais surtout, la tour est très très célèbre pour quelque chose d'absolument superbe. Au sommet du bâtiment, 3 étages sont consacrés au Sky Garden, donc, qui est une immense plateforme sur 3 étages avec une vue absolument fantastique sur le sud de Londres et une ouverture sur The Shard qui se trouve juste de l'autre côté du fleuve. Alors, on reprend notre périple dans Londres et voilà, en s'enfonçant vers le centre de la ville, vous découvrez la cathédrale Saint-Paul. Elle est l'œuvre de Christopher Wren. Elle a été construite juste après le grand incendie. C'est un bâtiment extrêmement spectaculaire, très très beau. Alors, c'est la 5e cathédrale qui est implantée à cet endroit. La cathédrale gothique, qui avait été construite au XIIIe, XIVe siècle, a été détruite dans l'incendie de 1666. Pour la petite information, il y a juste au chevet de la cathédrale, on a une petite porte qui mène en fait sur un ancien élément de la crypte de la cathédrale gothique qui faisait 190 mètres de long. C'était un bâtiment extrêmement spectaculaire. La flèche était à plus de 160 mètres de hauteur. C'est un bâtiment extrêmement impressionnant au centre de la ville. Donc Christopher Wren a été chargé de construire un bâtiment qui pourrait rivaliser avec Saint-Pierre de Rome. Vous le voyez ici, la cathédrale est très largement influencée par l'architecture italienne. Christopher Wren a voulu cacher certains éléments de l'architecture de cet immeuble. Donc, le bâtiment fait 150 mètres de long, la nef et ses bas-côtés font 30 mètres de large. À la croisée du transept, la photo que vous voyez, la cathédrale fait 76 mètres de large, donc c'est un bâtiment extrêmement vaste. Elle est plus grande en fait que Notre-Dame à Paris, et le sommet du dôme, le sommet de
la flèche est à 110 mètres au-dessus du sol. Bien évidemment, pour soutenir le poids du dôme, Wren a créé l'équivalent d'arc-boutant. Mais il voulait un bâtiment plutôt d'inspiration baroque, et donc il ne fallait pas voir des arcs-boutants comme dans une cathédrale gothique. Et donc il a créé ces longs murs que vous voyez au premier étage de la cathédrale, qui en réalité sont simplement des voiles pour cacher la structure de la cathédrale. Quand vous êtes à l'intérieur de la cathédrale, alors elle est d'abord extrêmement spectaculaire. La coupole interne du bâtiment culmine à plus d'une soixantaine de mètres du sol, avec une immense grisaille représentant l'histoire de Saint-Paul. Au pied de la coupole, vous allez monter un peu plus de 200 marches, vous allez vous retrouver dans Whispering Gallery, la galerie des murmures. Alors, bien évidemment, chacun peut y parler, et la personne qui se trouve en face entend la voix d'une personne qui se trouve à 30 mètres de lui. Et puis vous grimperez, si vous avez envie, les escaliers pour rejoindre le sommet de la coupole, du dôme. Vous êtes donc à la base du lanternon, et là vous avez tout Londres à vos pieds. C'est une vue absolument étonnante, époustouflante sur la cathédrale. Une petite anecdote, quand vous êtes au sommet de la coupole, sous le dôme, on a une petite vitre ronde à vos pieds. Vous êtes à 60 mètres au-dessus du sol de la cathédrale et vous voyez toute la surface de la croisée du transept à vos pieds. C'est assez impressionnant, il ne faut pas avoir le vertige. Vous le savez, dans la crypte Wellington et Nelson. On avance un petit peu dans Londres, je passe par Temple, qui est un des endroits que je préfère dans Londres. C'est un endroit qui a été préservé de l'incendie, c'est l'ancienne abbaye du Temple, et les bâtiments sont du XVIIe et du XVIIIe. On a le hall de réunion de Temple, qui est en fait l'endroit où siègent les grands avocats de Londres, c'est le cœur de la justice anglaise, et donc on a toute une série de bâtiments du XVIIe et du XVIIIe, et le hall a été construit, le hall Temple, mais Temple a été construit sous le règne d'Élisabeth. C'est un des bâtiments civils du règne d'Élisabeth qui est conservé au centre de la ville. De l'autre côté du palais de justice, on a un très très bel endroit qui est Lincoln's Inn. C'est un ensemble, voilà, qui correspond avec Temple. On est de part et d'autre du palais de justice. Ce sont les lieux des grands cabinets d'avocats et d'enseignement de la justice. Donc, je vous le montre parce que vous avez peut-être déjà vu ces voûtes, elles sont utilisées très très régulièrement dans le cinéma. Harry Potter est passé par là. Ce sont en fait des voûtes qui correspondent au règne tout début du XVIIe siècle. Donc en fait, on est dans du gothique perpendiculaire au tout début du XVIIe siècle. La chapelle de Lincoln's Inn est juste au-dessus de ces voûtes. Le tout est bien évidemment entouré de jardins. Juste au-dessus de ces bâtiments, en allant vers le nord, on rejoint Holborn. Et sur Holborn, on a conservé une toute petite série d'immeubles du règne d'Élisabeth, du règne de Tudor, des bâtiments à parements de bois. Si vous êtes sur Holborn, vous ferez une petite étape pour passer par City of York. C'est un pub avec sa propre bière, une petite brasserie privée. Voilà, c'est juste pour le détour. Vous continuez à monter vers le nord et on rejoint le British Museum. Le British Museum, c'est un des plus anciens musées d'Europe en réalité. Il a été fondé à l'extrême fin du XVIIIe siècle. Les bâtiments que je vous présente n'ont été, eux, construits qu'au milieu du XIXe. On a commencé à construire les bâtiments autour de 1823. La grande cour centrale de l'immeuble elle-même a été imaginée et construite au milieu du XIXe siècle. C'est un immense bâtiment, c'est un des principaux musées de Londres, vous le savez, c'est un musée archéologique, donc toute l'archéologie orientale, égyptienne, grecque, romaine, et pour les personnes qui sont intéressées par l'Asie, une magnifique collection d'art asiatique, japonais et chinois, plus bien évidemment tout ce qui concerne l'archéologie anglaise en particulier. Il y a quelques années, le bâtiment accueillait encore la National Library à l'intérieur de la rotonde centrale, dans la grande cour du bâtiment. Et la National Library a été déménagée en 1997 et le British Museum a pu récupérer en fait la grande cour centrale. Elle mesure presque 100 mètres de long par presque 70 mètres de large. Et donc c'était un espace perdu, c'était un jardin au milieu du bâtiment que Foster a couvert de cette immense verrière. Pour les Parisiens, ça doit vous rappeler un peu quelque chose.
Norman Foster l'a reconnu lui-même, en fait. Il s'est inspiré très, très largement de la pyramide de Pei, mais avec un enjeu de fabrication beaucoup plus complexe ici, puisque, là, vous le voyez sur la droite de ma photo, en fait, le cœur de la cour est un cylindre de la National Library, alors que la cour est rectangulaire. Donc, en fait, il faut réussir à faire passer une voûte en tonneau par-dessus une immense cour de près de 100 mètres de long, pour passer d'un carré à un cercle. En architecture, il n'y a qu'un seul élément qui vous permette de faire ça, de couvrir ce genre d'espace et de rattraper ces deux formes, c'est le triangle. C'est véritablement une des marques de Norman Foster. Je vais vous montrer d'autres de ses créations. Juste pour l'information, la verrière couvre un espace de plus de 6000 mètres carrés. On est à 6100 mètres carrés pour cette verrière. Elle est extrêmement spectaculaire. Je la trouve encore plus belle de nuit. Vous viendrez, allez, on ira ensemble au British Museum la nuit. Il y a beaucoup moins de monde et c'est un endroit magique la nuit. Allez, une petite étape que nous devons faire en tant que Français au British Museum pour aller voir cette fameuse pierre de Rosette. Donc, c'est nous qui l'avons découverte pendant les campagnes de Napoléon en Égypte, mais voilà, dans le traité du Caire en 1801, nous avons fait l'erreur peut-être d'abandonner la pierre de Rosette à l'Angleterre. Et donc, à partir de 1802, elle a été au British Museum. Les archéologues anglais ont commencé à l'étudier, mais vous le savez, en 1822, c'est Champollion qui a découvert la clé de cet édit de Ptolémée V, qui est du IIe siècle avant Jésus-Christ et qui porte en 3 langues les textes juridiques de Pharaon, en grec, en démotique et en écriture hiéroglyphique. La jonction de ces 3 textes a permis donc à Champollion de lire, de redécouvrir l'écriture hiéroglyphique. Un tout petit peu plus loin, à l'intérieur du British Museum, il y a la très très polémique frise des Panathénées. Je vous montre un tout petit bout de cet immense ensemble. Lord Elgin, ambassadeur auprès de l'Empire ottoman à Athènes, a acheté petit à petit pendant 7 ans des tronçons de cette longue frise qui est probablement due aux ateliers de Phidias. On est au 5e siècle avant Jésus-Christ avec la reconstruction du Parthénon. Le Parthénon a une forme de temple dorique et pourtant la frise des Panathénées est caractéristique d'une sculpture ionique. Elle est donc à la transition entre 2 styles dans l'art grec et elle représente donc la procession des Athéniens pour offrir le voile à Athéna. Donc les 2 faces nord et sud portent des frises de soldats et de chars, d'animaux, et la frise est représente donc les jeunes filles, les Panathénées et les représentants de la ville qui viennent remettre les cadeaux aux dieux. C'est ce que vous voyez là, c'est un de ces tronçons. On voit donc 4 dieux qui sont représentés. La frise est très célèbre pour ça, puisque les humains sont représentés debout et les dieux sont représentés assis. Ainsi, les dieux sont bien plus grands que les hommes s'ils étaient debout, tout en gardant la même hauteur à la frise. Vous reconnaissez peut-être le personnage qui se trouve à droite. Si vous regardez ses talons, on imagine des ailettes et il tient un bâton devant lui. C'est très probablement Hermès qui est représenté ici. Lord Elgin a dépensé 74 000 livres au tout début du 19e siècle, une véritable fortune pour acheter cette frise. Au moment même où il l'a acheté, ça a fait scandale. Il s'est littéralement ruiné pour l'acheter et il a dû la revendre relativement rapidement. C'est l'État anglais qui a acheté la frise en 1817. On a dû créer en 1832 une salle pour le recevoir, cette frise. Elle a été entièrement déménagée pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est une chance parce que la salle dans laquelle devait être exposée cette frise a été entièrement détruite dans les bombardements du Blitz. Là, on a donc dû créer une nouvelle salle qui a été inaugurée en 1962 où vous pourrez aller découvrir de nuit ensemble, j'espère, cet exemple unique de la statuaire grecque. On passe à Trafalgar Square. Alors, vous êtes vraiment au centre de Londres. Bon, bien évidemment, c'est l'endroit où les Français ne veulent pas aller, puisque ce que vous avez bien évidemment devant vous, c'est la colonne Nelson, qui a été dressée donc, dans les années 1830. À l'entrée de cette place, c'est Lord Berry qui a aménagé en partie une place qui avait déjà été créée dans les années 1820
Lord Barry, celui qui a construit le Parlement. J'en reparlerai dans quelques minutes. Et donc, vous voyez à gauche la National Gallery. National Gallery, c'est un bâtiment qui n'a pas été beaucoup aimé des Anglais au moment où il a été inauguré. C'est encore une fois une construction du 19e siècle. Le bâtiment a été créé dans les années 1830 pour recevoir les collections de la nation anglaise en réalité. Ça n'a rien à voir avec les collections de la reine. Ce sont en fait beaucoup de donations qui ont permis de réunir une collection absolument extraordinaire. Le bâtiment s'est révélé bien évidemment beaucoup trop petit rapidement. Et donc en 1985, Lord Sainsbury, vous connaissez peut-être les magasins Sainsbury, donc Lord Sainsbury, qui est propriétaire des magasins, a donné 5 millions de livres pour créer une nouvelle aile pour recevoir les collections de la National Gallery. Et donc, cette nouvelle aile a été créée par Venturi et Scott Brown. Elle a été ouverte en 1991 pour permettre de déployer les collections. La collection est énorme, avec une multitude de chefs-d'œuvre. Je ne peux bien évidemment pas tout vous montrer. Donc voilà les ambassadeurs d'Holbein, donc qui représente l'ambassadeur de France à gauche et un de ses amis. C'est Holbein qui peint ce tableau qui représente à la fois la science, la découverte du monde avec toute une série d'éléments de calcul, une map monde à l'arrière et le crucifix en haut à gauche. C'est assez intéressant pour nous puisqu'on est en pleine période de conflit entre protestantisme et catholicisme. L'évêque à droite français représente donc bien évidemment l'Église catholique, alors que le peintre lui-même est protestant. Et vous connaissez ce célèbre tableau avec l'anamorphose, le crâne au premier plan. Il faut se mettre complètement à droite du tableau pour pouvoir découvrir que ce tableau représente aussi la vanité du monde et voilà, le memento mori, la durée de la vie. Nous ne sommes rien face au temps. Un autre tableau, juste pour l'exemple, c'est le retour du téméraire de Turner. Le tableau a été peint en 1839 après la destruction du bateau en 1838. C'est un des bateaux qui a participé à la bataille de Trafalgar et donc bien évidemment emblème de la puissance anglaise et qui va à son destin, à sa destruction. C'est le grand souvenir de la puissance anglaise qui est détruit par la société industrielle qui est en train de naître, le géant des mers emmené à la destruction par le vilain bateau à vapeur, le tout bien évidemment dramatisé par cette lumière absolument fantastique de Turner. Mais une de mes collègues parlera de Turner bientôt. Juste pour le plaisir, Lord Hertford a donné à la ville de Londres ses collections au travers de son fils Richard Wallace. Paris a les fontaines Wallace grâce à lui. Toute la collection a quitté Paris pendant la guerre de 1870 pour rejoindre la résidence Hertford, qui est un hôtel particulier du XVIIIe siècle dans lequel sont déployées 5000 œuvres, dont le très très célèbre Heureux hasard de l'escarpolette, œuvre de Fragonard que vous connaissez probablement. Il faut aller à Londres pour la voir. Donc vous le savez, c'est un receveur des contes de l'Église qui fait peindre par Fragonard la peinture de sa maîtresse sur une balançoire. Vous aurez remarqué, elle est en train de perdre sa pantoufle, cette jeune femme, et donc son amant qui est en train de s'affaler dans le buisson a, disons, une perspective particulière sur sa maîtresse qui tend la jambe pour essayer de récupérer sa pantoufle. Allez, on reprend notre parcours et nous voilà arrivés au centre véritablement politique de Londres avec le bâtiment de House of Parliament. Donc vous avez devant vous le hall Saint-Étienne qui conserve en fait la partie la plus ancienne du bâtiment qui a été détruit dans un incendie en 1834. Charles Barry a été chargé de la reconstruction du bâtiment qui a été achevé dans milieu des années 1860. Le bâtiment de style néo-gothique, vous le voyez bien, réunit en fait les deux chambres. D'un côté, la House of Commons, qui serait le Parlement, et de l'autre côté, nous sommes de ce côté-là, la House of Lords, donc, qui est la chambre haute. L'entrée de la reine se trouve sur votre droite. Vous avez la statue de Richard Coeur de Lion face à vous. Bien évidemment, le bâtiment est extrêmement célèbre pour elle, Big Ben, qui est en cours de restauration pour le moment. C'est Benjamin Hall qui a donné son nom à cette tour. Elle mesure 96 mètres de haut. Et donc, les cadrans de Big Ben font 7 mètres de large. Alors, Big Ben, en réalité, c'est l'horloge et les cloches c'est la grande cloche de la tour. Mais la tour elle-même est la tour Saint-Étienne
Elle est à l'emplacement en fait du palais de Westminster, qui était la résidence des rois jusqu'au départ pour Whitehall du roi Henri VIII. La reine vient ici, donc au mois de novembre, ouvrir la session parlementaire. À cette occasion, un membre de la Chambre des communes est reçu à Buckingham Palace. Il est l'otage de la monarchie, pendant que la reine est à l'intérieur du Parlement, quand elle est elle-même l'otage du Parlement. Juste pour le plaisir, bien évidemment, elle ne parle qu'à la Chambre des Lords, jamais à la Chambre des communes. Entrer de force à la Chambre des communes a coûté sa tête au roi Charles Ier. Et puis, bien évidemment, voilà, on ne peut pas faire un tour du cœur de Londres sans passer devant Buckingham Palace. Buckingham Palace est une construction en fait du 19e siècle. Pour les rois Hanovre, c'est le roi George III qui a acheté la résidence du duc de Buckingham au centre de Londres et qui a fait commencer les travaux donc pour la reine Charlotte. Les travaux ont été poursuivis en fait par la reine Victoria pour obtenir le bâtiment que vous connaissez peut-être, ce grand bâtiment carré, la façade que vous voyez là a été ajoutée en 1917. Donc ça, c'est la résidence de la reine à l'intérieur de Londres, même si elle reconnaît elle-même que ce n'est pas le bâtiment le plus confortable qu'elle ait parmi ses propriétés. Je voulais vous faire découvrir aussi la ville moderne de Londres. Donc voilà, on vient de parcourir le cœur, et la ville moderne de Londres, ce sont des constructions très très spectaculaires, de très grands gratte-ciels qui sont en cours de construction. Donc voilà, vous êtes sur Times Walk, vous êtes de l'autre sud de la Tamise et vous regardez la City. À gauche, donc le bâtiment dont je vous ai parlé tout à l'heure, que les Londoniens appellent walkie-talkie. Face à vous, avec cette grande façade miroitante, vous avez le bâtiment du 20 Bishopgate. Ce bâtiment-là, il vient juste d'être achevé. En fait, il n'est même pas encore livré. On vient de terminer la structure de l'immeuble. C'est un bâtiment de 278 mètres de hauteur. Le sol de Londres est celui lié au fleuve. C'est un dépôt alluvionnaire. Et donc, il a fallu descendre à presque plus de 50 mètres, 55 mètres sous le sol de Londres pour pouvoir arrimer ce géant donc de près de 280 mètres de haut. L'ensemble du bâtiment est un immeuble de bureaux avec une structure, vous le voyez, à facettes. En fait, on a des lames, 23 lames de verre qui se juxtaposent autour d'un cœur de béton pour pouvoir soutenir la charge de l'ensemble de cet immeuble. Il est doublé de deux grandes structures d'acier pour pouvoir tenir tout l'ensemble. L'immeuble donc est en cours véritablement d'achèvement, et il aura un observatoire à son sommet qui sera ouvert au public normalement et qui devrait être donc le plus haut observatoire gratuit de Londres bientôt. Juste sur sa droite, vous voyez cette grande lame noire. Les Londoniens ont surnommé cet immeuble la râpe à fromage. Et puis le triangle que vous avez encore plus à droite, c'est The Razor, le rasoir. Si vous allez dans le sud de Londres, le The Razor a son conjoint, le rasoir électrique avec des éoliennes à son sommet. Les Londoniens ont pas mal d'humour pour trouver des noms aux bâtiments. Voilà, vous voyez ici Bishopgate, donc l'immeuble qui vient juste d'être ouvert, qui va rassembler 120 000 mètres carrés de bureaux et un parking de 1700 places pour les vélos. Vous êtes au centre de Londres et bien évidemment, on essaye de limiter au maximum la circulation et donc pas de parking pour les voitures. Enfin, si, il y a 4 places et 1700 places pour les vélos. Vous êtes priés de venir en vélo. Et je vous montre bien évidemment un des bâtiments les plus célèbres de Londres. C'est 30 St Mary Axe. Il est plus connu comme The Gherkin à Londres, le cornichon. C'est une œuvre de Norman Foster. C'est un immeuble très très particulier. Alors déjà parce qu'il a une histoire spéciale dans l'histoire de Londres. Il remplace en fait le bâtiment de Baltic Exchange qui a été détruit par un attentat de l'Iran en 1992. On voulait construire à cet emplacement-là un immeuble beaucoup plus haut. Normalement, la tour Millennium aurait dû faire près de 400 mètres de haut. Le projet a été refusé par l'évêché de l'archevêché de Londres à cause de sa proximité avec la cathédrale Saint-Paul. Et donc, Norman Foster a créé cet immeuble. C'est en réalité un bâtiment qui est une structure, vous le voyez,
en ovoïde et sur une base de cercle. Donc en fait, il est beaucoup plus étroit à sa base qu'au milieu, il se resserre à son sommet. C'est un immeuble très particulier parce qu'en réalité, c'est un immeuble d'acier qui résiste particulièrement bien, grâce à sa forme, au vent. Je vous montre une photo plus proche de lui. Et en fait, toute la structure est construite sur d'énormes poutres d'acier en forme de V que vous voyez à la base de ma photo, sur lequel est posé un triple vitrage avec une communication interne sur 6 niveaux qui permettent de faire circuler l'air à l'intérieur de l'immeuble pour créer une climatisation interne au bâtiment. Vous aurez fait attention à cette forme de spirale de l'immeuble qui renforce la charpente d'acier qui porte l'immeuble pour lui donner une résistance toute particulière au vent. Juste pour la petite anecdote, tous les verres, pratiquement jusqu'au sommet du bâtiment, sont plats. Mais en fait, la forme du bâtiment vous donne l'illusion d'une forme circulaire, alors qu'en réalité, il n'y a que le dôme au sommet de la structure qui est véritablement rond au 40e étage du bâtiment. Une autre petite anecdote, les ascenseurs ne montent que jusqu'au 32e étage en tracté, avec des câbles, parce que tout le sommet du bâtiment est occupé par une immense salle de réunion et un restaurant. Et donc, en fait, les derniers étages du bâtiment sont franchis grâce à des ascenseurs qui poussent, qui remontent la cabine à l'intérieur de la structure. Allez, on fait une petite pause. On est à Leadenhall Market. C'est un vieux marché qui existe depuis le Moyen-Âge et qui a été reconstruit à la période où Baltard construisait celui de Paris. Donc, c'est une construction victorienne. C'est l'endroit, the place to be. Le midi, c'est l'endroit où toute une partie de la city se déverse pour venir déjeuner et boire. Donc, bien évidemment, nous allons faire une pause par le pub. Vous êtes prié d'aller commander et payer avant de consommer. Bien évidemment, vous êtes à Londres. Juste pour le plaisir, pint. Vous êtes prié de boire quasiment un demi-litre de bière. Hein. Si vous prenez moins, c'est une ration pour les jeunes. Là, voilà, la pint, ce que vous allez devoir prendre. Allez, on reprend notre parcours. On passe au sud de Londres. Vous avez dos à vous Tower Bridge et vous voyez à gauche The Shard et juste devant vous la London City Hall. C'est en fait le siège du Great London Authority. La gestion administrative de Londres est très complexe. C'est pas mon propos. Là, en l'occurrence, c'est donc le siège du conseil de gestion de tout l'ensemble de Londres. C'est donc une partie de la gestion de la ville de Londres. Le bâtiment a été aménagé encore une fois par Norman Foster. Il a été surnommé l'Oignon à Londres. Il est très proche de la voûte du Reichstag à Berlin, avec la même idée d'une forme courbe et d'une immense spirale pour desservir l'intérieur de l'immeuble. Voilà l'escalier en spirale, l'escalier elliptique qui dessert ce bâtiment, avec au rez-de-chaussée de l'immeuble la salle de réunion de Great London Authority, le GLA. On avance. On rejoint un des bâtiments les plus spectaculaires et les plus hauts de Londres, qui est The Shard. C'est un immeuble de 310 mètres de haut qui a été construit par Renzo Piano. L'immeuble est en réalité une pointe. C'est pour ça qu'il a été surnommé sous The Shard, l'épine, l'aiguille. Il a été considéré comme une épine dans le cœur historique de Londres. Donc il a gardé le nom de The Shard. Il est en fait réalisé sous cette forme d'un immense triangle avec 8 pans qui se juxtapose. L'immeuble remplace une tour qui était déjà à cet emplacement-là. La construction est particulièrement étonnante puisque le bâtiment, la structure d'acier qui porte les étages les plus bas de l'immeuble a été réalisée alors que les fondations étaient en cours de fabrication. Donc en fait, on a commencé à faire grimper un immeuble alors que ses fondations étaient en cours d'aménagement. La partie utile de l'immeuble monte jusqu'au 72e étage. On a un bâtiment mixte, ça c'est intéressant pour nous, c'est un des premiers grands bâtiments mixtes qui a été créé en Europe. Les 25 premiers étages sont consacrés à des bureaux. Toute la partie intermédiaire que vous voyez un peu en grisé sur ma photo, c'est un immense hôtel, 17 étages, 195 chambres. Et la dernière partie de l'immeuble, les 13 derniers étages, sont des appartements. Donc c'est un immeuble qui est une véritable ville verticale. Le sommet de l'immeuble, la flèche elle-même
couvre 66 mètres de hauteur, elle pèse 500 tonnes, elle était réalisée en acier et en verre. Le bâtiment a été inauguré par le prince Andrew, et donc vous voyez là véritablement cet exploit architectural que représente de Shard. C'est un immeuble extrêmement spectaculaire, porté par une grande colonne de béton au centre. C'est un immeuble réalisé en acier et en béton, et en fait la partie béton est plutôt dans la partie supérieure de l'immeuble pour le lester, pour l'empêcher d'osciller dans le vent. Alors, on continue notre tour de Londres, on fait un petit passage par The Tate Modern. C'est une ancienne usine, en fait, qui a été construite dans les années 40-60. C'est une usine de production électrique qui a été transformée pour devenir The Tate Modern. Vous avez sur la gauche la passerelle Millennium, qui est une structure d'acier. C'est un pont à haubans, en réalité, sauf que les haubans, les structures portantes sont sur les côtés du pont. Et voilà, le bâtiment qui a été ajouté par Herzog, l'architecte qui a redessiné l'usine elle-même pour la transformer en Tate Gallery. Donc dans les années 95, il a fallu étendre le bâtiment. La collection est trop importante pour la taille du bâtiment. On a rajouté 21 000 mètres carrés d'exposition. Vous passerez absolument par la Tate Modern au 10e étage. J'ai une vue absolument superbe sur la Tamise et sur la cathédrale Saint-Paul. Et donc, on termine ce parcours rapide dans Londres par One Blackfriars. C'est le bâtiment que je vous montre là, c'est une des dernières grandes créations. C'est Ian Simpson, un architecte anglais, qui a dessiné ce bâtiment. Et je voulais vous le montrer parce qu'on ne construit pas que des tours de bureaux à Londres. Il s'agit là d'un des plus grands gratte-ciels pour le moment d'habitation. C'est un immeuble de 170 mètres de haut pour 52 étages. Il a comme caractéristique d'être un immeuble de béton, donc pour que le bâtiment ait un minimum d'oscillation dans le vent. C'est un immeuble extrêmement lourd, qui a été un petit peu compliqué à construire. L'architecte a lui-même cité une construction, un vase en fait qui a été dessiné par Lanzetti dans les années 50 avec cette forme souple de la façade latérale. Le tout, bien évidemment, cache toute une série d'appartements extrêmement chics dans Londres. Vous voyez à gauche de ma photo la tour de l'usine, de l'ancienne usine, aujourd'hui Tate Modern. Et donc, je fais une petite dernière étape par Ace Gallery. Vous êtes ici dans Southwark, c'est un ensemble de promenades sur le flanc sud de la Tamise, et ces anciens entrepôts qui servaient pour le thé. Vous êtes sur le principal dock de débarquement des bateaux qui emmenaient le thé à Londres. Les bâtiments ont été désarmés, ils ont perdu leur vocation industrielle dans les années 80, et donc on a décidé de transformer ces bâtiments en des bureaux et une galerie commerciale. Et l'architecte Arthur Timothy a construit cette immense verrière pour conserver ces bâtiments industriels et donner une nouvelle vie au flanc sud de la ville. Juste à côté de ce bâtiment se trouve The Globe, et vous ferez un petit arrêt si vous le voulez bien. Nous ferons un petit arrêt ensemble si vous le voulez bien. On ira à The Swan, qui est juste à côté de The Globe, pour prendre cream tea, scones et crème. Voilà, j'espère que cette découverte de Londres, que cette visite de Londres vous aura intéressé. La prochaine étape, voilà, on va reprendre, et Laurent Abri vous présente jeudi Lisbonne, même principe, une demi-heure pour vous faire vivre la ville de Lisbonne. Il vous accueille à Lisbonne jeudi à 14h30. Et bien évidemment, on continue en parallèle nos conférences pour approfondir un sujet, approcher une collection, un musée, une ville, un pays, ou des thèmes de géopolitique dans nos conférences. Voilà, vous retrouvez le même Laurent Abri à 17h30 pour découvrir New York. Merci beaucoup et à très bientôt. Allez, un peu de musique. Cliquez sur activer le son, s'il vous plaît. C'est bon. Regarde le chat si tu peux.